quelque part, mais un peu loin. Alors que moi, pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Alors que j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS. Et ça m'a vraiment posé une question importante, en effet, c'est comment c'était possible que j'ai jamais entendu parler de cette femme qui a quand même été la première réalisatrice au monde. Voilà, qui a géré les studios Gaumont pendant 11 ans, qui est des seules femmes, voilà, et j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, on a des cours évidemment d'histoire du cinéma. Donc voilà, c'est une vraie question. Moi, j'en ai entendu parler à la FEMIS, figure-toi, mais pas vraiment. C'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu le nom d'Alice Guy, c'est parce que j'avais cours dans une salle au 3e sous-sol, réellement au 3e sous-sol. Et la salle s'appelait Alice Guy et c'était la plus petite salle de... Il y a 3 salles de projection dans cette école de cinéma, qui sont les anciens studios Pathé. Il y a la salle Jean Renoir, en haut, la très grande place, la plus grande. Il y a la salle Jacques Demy, pour une élite un peu plus trouble. Donc là, c'est 60, 80 places. Et puis il y a la salle Alice Guy, c'est 20 places. Et donc, je connaissais le nom de cette salle, et c'était clairement le nom d'une... On nous disait c'est une femme, mais j'arrivais même pas tellement à croire que c'était une femme. Je pensais que c'était Alice Guy, le fait qu'il y ait ce prénom masculin. Donc, aucune idée. Mais par contre, quand j'y suis allée il y a quelques semaines, et j'ai demandé à la directrice d'inverser, à l'occasion de n'importe quel anniversaire, de n'importe quoi, et de repeindre un mur, et d'appeler la salle du haut Alice Guy, enfin, et d'appeler la salle du 3e sous-sol Jean Renoir. Et sinon, j'ai menacé d'appeler la salle d'en haut Jean Reno. Et il suffit de peindre le I et le R, et de rajouter un accent. Je suis sûre qu'on est nombreux ici à avoir des capacités de peinture, de collage, mais donc, ouais, elle est, même quand elle est présente, elle n'est pas racontée. Et alors là, tu viens de Toi lire. Moi, j'ai entendu parler d'Alice Guy à la fac à Paris 3, mais j'ai fait des études de cinéma, mais pas dans le cadre de mes études. C'est vrai qu'on avait une cinémathèque à Paris 3 où étaient projetés plein de films muets qu'on devait voir pour les cours, mais c'est pas là où je l'ai rencontrée. C'est une amie qui est présente dans la salle. On travaillait à la bibliothèque, qui est venue me voir, qui s'appelle Félicia, qui est là, qui est venue me voir et qui m'a dit de travailler sur je sais pas quel réalisateur encore. Elle me dit, elle pose le livre qu'elle a trouvé entre deux énormes bouquins, je ne me rappelle même plus des noms, et elle trouve une biographie, je sais pas, la couverture est noir et blanc, et elle pose le truc et elle me dit, je suis sûre que c'est Alice Guy qui a inventé le cinéma. Je me rappelle absolument pas de ma réaction, mais en tout cas, c'était pas par les profs, et Dieu sait qu'on en a mangé, bouffé du cinéma français. Du cinéma muet. Voilà comment j'ai rencontré Alice Guy, et après elle a commencé à revenir un peu dans les discours, un peu partout, mais ça c'était il y a 12 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Oui. Et donc tu viens de nous lire un extrait sur les débuts de la carrière d'Alice Guy. Qu'est-ce qu'on ressent à cette lecture Tu veux dire moi, quand j'ai lu le livre, j'ai eu des sentiments multiples parce que j'avais un appétit incroyable à l'idée même que j'allais avoir accès à la fois à un bout d'histoire du cinéma et puis un modèle de femme réalisatrice qui avait fait carrière dans 2 pays, qui allait me raconter sa vie. Et en fait, il ne s'agit pas tout à fait de ça non plus, le livre. C'est-à-dire que, comme je vous conseille de vous en faire l'acquisition, de vous le faire offrir, ça s'arrête avec sa carrière. Et sa carrière, elle s'arrête quand elle a 47 ans, 49 ans, 47 ans. Et donc on n'a pas vraiment sa vie, quoi. On a un concentré, un résumé de ce qu'elle, sans doute qu'elle considérait de sa vie, qui est son travail, mais enfin, ça, elle a survécu à son travail
40 ans, quoi, même plus, 50 ans. Et donc il y avait une espèce d'enthousiasme absolu à rentrer dans le cerveau d'une pionnière du cinéma, et en même temps une mélancolie totale, une tristesse de me dire qu'elle avait même pas qu'elle doutait du fait d'avoir des lecteurs et des lectrices, que ça s'était arrêté et qu'elle racontait pas ce qui se passait après. Et qu'il y avait quelque chose, une forme un peu tragique dans le livre comme ça qui était quand tu m'as demandé d'écrire, il y avait ce double sentiment. Il y avait quand même quelque chose de célébré et puis quelque chose aussi de morbide, en fait. Et c'est souvent ce double mouvement qui se passe quand on rencontre des darons du passé. Il y a des artistes qui nous ont pas été transmises. C'est un mouvement de joie et puis de tristesse aussi. Oui, je reviens moi juste sur le fait qu'en effet, j'insiste sur le fait qu'il n'a pas été publié de son vivant. Donc tu l'as dit, mais c'est vrai qu'elle a cherché vraiment par tous les moyens à le faire publier. Elle a contacté des gens même pour le publier à compte d'auteur, et ça n'a jamais abouti. C'est voilà, vraiment une grande tristesse. Ouais. Je crois que ça apparaît dans votre documentaire. Les éditeurs disaient non, Alice Guy, ça dira rien à personne. En fait. C'est ça le plus triste, c'est qu'elle était toujours là et qu'elle a fait ça. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'urgence à un moment donné, elle décide d'écrire ses mémoires, et dans l'écriture, vous allez voir, elle passe d'une histoire à une autre, elle revient, elle repart, c'est des petits... Voilà. C'est assez joyeux. C'est très joyeux, voilà, on rit, mais c'est vrai, sans cesse, c'est assez magnifique parce qu'elle découvre tellement de choses en même temps, que du coup, elle passe vraiment d'une histoire à une autre, à quelque chose de personnel, à une colère, à une découverte, enfin. Et ça, c'est vraiment très beau, ça se lit vraiment très facilement, et c'est vrai que vous retournez quand même au fondement du cinéma, voilà, toutes ces découvertes qui ont été partagées. Elle n'a pas été la seule à découvrir à ce moment-là aussi comment les ralentissements, voilà, ils se copiaient tous allègrement, mais c'est assez magnifique, en fait, donc... ces allers-retours constants. Du coup, il y a assez peu de place pour elle, au final, dans son récit, parce on sent qu'elle l'établit pour prouver sa présence, en fait. Et donc, il y a plein de choses de l'ordre de ses sentiments, ou d'une forme de présent, en tout cas. Elle cherche tout le temps à acter de sa présence, et donc il y a quelque chose de très, très vaillant, très enlevé. Elle dit « j'étais là, j'étais là, j'étais là ». Et du coup, il y a sans doute aussi plein de choses qu'elle ne raconte pas, parce qu'il s'agit de faire preuve de solidité. Donc elle veut faire la preuve de sa compétence avant tout, donc sa compétence scientifique, sa compétence de témoin. Vous voyez là, elle se met dans la salle, la première projection des Frères Lumière, elle y est, et il se trouve que dans le livre, elle rencontre tout ce qui compte dans l'industrie à ce moment-là. Elle le mentionne, mais on sent qu'elle s'en fiche complètement. Elle traîne avec Eiffel, elle traîne avec Chaplin, elle traîne avec tout le monde, mais finalement, elle est là pour établir sa présence. Et donc, ça crée des fulgurances littéraires, parce qu'on est d'un coup sur le plateau avec elle, on la voit faire des idées, on la voit chercher, et on sent surtout tout son plaisir. Donc, dès qu'elle parle de son travail, ça ramène beaucoup, beaucoup de présent. Mais on sent qu'elle est quand même contrainte à se raconter d'une certaine façon, afin de rentrer dans la mémoire, parce que tout le monde lui dit qu'il n'y a pas de preuve de son existence. C'est comme si elle passait sa vie à essayer de prouver son existence. Il n'y a pas de preuve de son existence puisqu'il n'y a pas d'archives, mais elle est vivante. C'est quand même une preuve d'existence la plus fiable, j'ai l'impression. Est-ce que tu veux lire le prochain extrait, Valérie ? Alors, je vais lire un petit extrait. Durant, comment tout ça, ça groove. C'est pas rien de faire ça, quoi. C'est pas rien de faire des tableaux où d'un coup, franchement, il y a des trucs, ça ressemble vraiment aux Marx Brothers, quoi. On sent qu'elle a complètement, et bien sûr, c'est la langue c'est la langue commune de ce moment, mais on voit bien comment ils sont dans l'expérience, le répertoire, et qu'elle est obsédée, et elle a suffisamment vécu pour voir comment le cinéma allait évoluer, et d'ailleurs, par ailleurs, pour survivre, elle écrivait dans des revues de cinéma, elle écrivait des résumés de films, donc on n'a aucun doute sur le fait qu'elle a bien suivi l'affaire. Et il y a même un moment dans le livre où elle regrette
la recherche autour de la langue du cinéma qui se serait arrêtée avec l'arrivée du parlant, et donc la question du théâtre filmé. C'est tout à fait contestable, je veux dire, mais en tout cas, le cinéma, c'est pas cessé de chercher une fois que la parole est arrivée, mais clairement, on voit bien comme, quelque part, la langue s'est figée autour des quelques acquis. Et je pense qu'elle l'a vu, et que finalement, même dans son expérience américaine, elle a retrouvé cette idée du cinéma poétique, en fait, cette idée du montage, cette idée de filmer la nature, cette idée d'un cinéma pas littéraire. Et on voit comme son petit répertoire des différentes techniques de prise de vue, c'est une langue toute nouvelle. Et qu'elle aura eu vraiment une espèce d'appétit gigantesque à explorer cette langue, avec vraiment des questions de représentation qui sont assez révolutionnaires quand même, parce que les résultats du féminisme, faut y aller, quoi. Oui, juste sur les résultats du féminisme, on dit que c'est Léon Gaumont qui a insisté pour que la fin, voilà, soit celle que vous avez vue. Je comprends pas la fin, il se passe quoi à la fin? La fin, c'est les hommes se révoltent et reprennent le pouvoir. Ouais, ils ont surtout une petite permission d'aller traîner dans les choux, hein. Je sais pas, hein, il se passe rien, il n'y a pas vraiment de pouvoir. J'ai pas vu ça, moi. J'ai dû cligner des yeux à ce moment-là. Non, mais c'est vrai que lorsqu'on lit, enfin je rebondis aussi sur cette langue qui s'écrit, elle embarque tout le monde autour d'elle en plus. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle va filmer sur sa petite terrasse bitumée et le moment que je vous ai lu où elle commence à être dans le studio, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle va embarquer tout le monde à la campagne, elle va commencer à faire voilà. On connaît le cinéma beaucoup comme théâtre filmé en studio, et là, tout d'un coup, très vite, elle va inventer autre chose. Elle va aller sur les extérieurs, elle va utiliser Belleville, elle va utiliser l'escalier, elle va utiliser tous les coins où elle va pouvoir tourner. Enfin, c'est absolument... Elle va faire un champ des possibles de tout ce qui l'entoure. Elle va aller... un cirque est là, voilà, elle va aller à Fontainebleau. Un cirque est à côté, elle va aller chercher les acrobates, elle va les faire participer. Enfin, elle se nourrit, et elle nourrit, en fin de compte, toutes les personnes autour d'elle. Elle dit que le matelas alcoolique, l'idée lui vient parce que, en se baladant justement à Belleville, elle tombe sur cette scène de cette personne en train de retaper ce matelas. Donc voilà, et puis après, c'est parti. Et juste, je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est qu'elle se nourrit aussi des journaux, enfin voilà, les choux, c'est l'époque aussi où on invente les premières couveuses, donc il y a aussi toute cette invention-là. Donc elle se nourrit de tout ça. Et il y avait un film, c'est vrai, on a hésité à vous le montrer ce soir, qui est La Marâtre. Elle donne aussi une autre représentation des mères, par exemple. Elle met en scène, non pas une femme idéale, voilà, que l'on peut voir dans le cinéma aussi de l'époque. Là, elle va mettre en scène une marâtre, c'est-à-dire une femme qui va battre, qui va pouvoir battre une mauvaise mère. Elle va pouvoir mettre en scène aussi d'autres personnages de la vie. Voilà, elle va aller s'inspirer de faits divers. Enfin voilà, elle est nourrie aussi de tout ça. Hein. Mais on peut parler du coup de Madame a des envies aussi. C'est quelque chose. C'est une autre représentation. Bah, c'est jouissif. Hein. Voilà, là, on peut dire que sans doute elle a inventé le gros plan, donc qui est quand même le besoin de se rapprocher de cette femme pour être plus près de son plaisir, hein, de son désir. Et c'est quand même aussi quelque chose d'unique. Enfin, c'est la première fois qu'une femme filme le plaisir d'une autre femme. Voilà, et elle a besoin pour ça de se rapprocher d'elle. Et alors, ce que je trouve assez dingue aussi, c'est que donc, on voit l'humour et dans ces films et dans le texte que tu viens de lire. L'humour court partout, mais il y a aussi une forme il y a aussi de la violence, je trouve aussi chez ces femmes-là qui n'hésitent pas à cogner. Et ça, pas que chez les femmes. Hein. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on ne s'attend pas ça pour les films de l'époque. Que tout à coup, à la fin du matelas alcoolique, c'est des femmes de caractère. Ouais. Est-ce que tu veux lire ton prochain extrait? Je veux bien essayer.
vrai que sur la direction d'acteur, elle était quand même très novatrice. Parce que quand vous comparez ces films avec les films d'époque, où c'était quand même un peu du Sarah Bernard, vraiment très 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 surjoué, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose chez elle qui tend à quelque chose de plus naturaliste. Oui, c'est comme si c'est plus naturaliste et en même temps c'est militant. C'est militant et il y a dans la candeur justement de cet art du cinéma un moment de liberté totale en fait. Et je pense qu'elle fait ce qu'elle sent. Elle fait complètement ce qu'elle sent. Et qu'on a toujours l'impression que lutter, c'est comme si c'était une démarche d'étude intellectuelle, etc. Mais oui, quand il y a de l'opposition. Mais chercher librement, ça peut donner justement une militance totalement intuitive, lâchée, sans surveillance. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la façon dont elle continue toujours de lutter pour faire du cinéma sur différents territoires et surtout dans un système qui maintenant devient lucratif. Là, effectivement, où il y a un peu du star system, et ben c'est qu'elle... je me suis perdue. Je me suis perdue là. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Non, mais qu'elle luttait, oui, qu'elle avait ensuite complètement continué que plus ça va, plus elle lutte activement contre des forces contraires, en fait, jusqu'à effectivement même lutter pour exister. Mais il y a la joie de chercher, il y a la joie de l'expérimentation sans surveillance. Et ça, je crois que c'est incroyablement rare, et y compris dans les films des pionniers de cette époque, parce que par ailleurs, l'argument qui est toujours opposé aux féministes qui disent comment ça se fait qu'on a oublié Alice Guy, c'est on les a tous oubliés. Donc le pauvre Méliès, il vendait des allumettes à la gare de l'Est. Et certes, mais n'empêche que les films de Méliès, vous les avez vus, vous connaissez Méliès, donc tous oubliés, mais tous récupérés au même moment quand même, quoi. Oui, la Cinémathèque, quand même, a refusé vraiment dans les années... J'aime bien. A vraiment refusé dans les années 60, je crois, ils n'ont rien fait pour aider à ce qu'il y ait un hommage, ou une rétrospective, ni aider non plus à retrouver ces films, ni aider à la mettre en valeur ou à la réhabiliter dans le cinéma français, ça, oui. Et puis surtout... Et voilà, et ils refusent toujours. Ouais. Et c'est vrai que... oui, c'est vrai. Parce que nous, par exemple, notre documentaire, on a voulu faire une avant-première à la Cinémathèque. On a dit, c'est peut-être le moment, justement, d'aller montrer Alice Guy à la Cinémathèque. Une autre façon. Ça n'a pas été possible. Et puis surtout, les vieux slips, sans vouloir... les vieux slips se sont amusés à dire que si elle n'existait pas aujourd'hui, c'est parce que ces films étaient mauvais. Ouais. Ouais. Nous, on a visionné donc un tas de trucs très édifiants à l'INA, où en effet, c'est des plateaux, alors évidemment très masculins, puisque pour parler de choses sérieuses, voilà. Et en effet, ils se regardent et à un moment, ils disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a oublié Alice Guy ?» Il y en a un qui dit « Parce que ces films sont mauvais. » Voilà. Et voilà, le truc est réglé. Vous avez vu que c'était pas vrai. En plus, la pauvre, elle a fait quand même, elle réussit l'exploit d'être effacée de 2 histoires du cinéma, parce qu'il y a la France et puis il y a les États-Unis. Sauf que c'est pour des raisons assez opposées au final. Parce qu'en France, clairement. Mais aux États-Unis, elle n'est pas célébrée parce qu'en fait, les États-Unis, ils sont chauvins et ils veulent avoir la première réalisatrice du monde. Donc ils veulent Loie Fuller, c'est eux qui l'ont. Donc en fait, juste eux, c'est par féminisme, quelque part, par chauvinisme. Qui reconnaissent pas Alice Guy, tandis que la France, c'est vraiment une bataille qu'elle ne veut pas gagner. Globalement, le féminisme de la France, c'est une bataille qu'elle ne veut pas gagner. Oui, et ça, elle en est consciente, elle. C'est ça qui est fou. Ouais. Oui. Elle sait très bien qu'aux États-Unis, en effet, comme tu dis, c'est parce qu'ils veulent que ce soit une Américaine, la première femme, et qu'en France, c'est parce qu'elle est une femme. Alors qu'on gagne haut la main, je veux dire, elle a 17 ans d'avance, tranquille. Vraiment, c'est une course, la photo finish est très très claire. On n'aurait pas dû partir, mais ça c'est encore un vaste débat. Valérie, je crois que tu as quelque chose à nous lire.
De ne pas reproduire la violence dont elle est victime, c'est-à-dire elle ne veut pas s'héroïser, elle ne veut pas en fait être l'héroïne de sa propre histoire, et enfin, de cette histoire du cinéma. Et donc elle rend beaucoup ouais, elle raconte le travail des autres, des scientifiques, des ouvrières, et on sent que c'est une volonté de justement aussi rénover politiquement la façon dont on raconte le temps des pionniers. C'est pas quelques héros et puis finissent par vendre des allumettes à la guerre de l'Est. C'est tout un monde d'émulation, de recherche, d'inspiration, d'espionnage industriel. Il y avait énormément de monde hein, dans les studios. Hein. Je crois que chez Pathé, ils étaient 800 personnes qui travaillaient. Je pense que chez Gaumont, on n'était pas loin. Hein. Donc il faut s'imaginer quand même Alice Guy, elle était à la tête de ces studios avec des centaines de personnes qui travaillaient. Hein. Et puis, pour rebondir sur la fin de ton extrait, sur ce que tu dis, elle passe son temps à nommer les gens. Vraiment, des gens qu'on a oubliés, son décorateur, mais à chaque fois, elle prend le temps de dire qui sont ces personnes. Et là, c'est vrai que c'est flagrant, puisqu'elle regrette d'avoir oublié leur nom. Moi, pour une petite anecdote, donc elle est très fidèle avec ses techniciens, donc elle en fait venir certains même aux États-Unis qui vont venir la retrouver, entre autres son décorateur, Messonnier, et j'avais retrouvé à la Cinémathèque ou au CNC ou à la Bibliothèque nationale, en tous les cas un rapport sur Ménessier qui raconte en fait son arrivée aux États-Unis et qui parle d'Alice Guy et qui raconte combien il est impressionné par sa force de caractère et sa force de travail. Cette femme passe son temps, donc il raconte dans ce rapport, c'est assez étonnant dans cet article, il rapporte en fait qu'Alice Guy le soir travaille, la journée travaille, la nuit travaille, enfin elle est tout le temps, soit en montage, soit en tournage, soit en écriture, en même temps elle va aller faire des repérages, enfin voilà, il y a une espèce de force comme ça qui la tient tout le temps, et voilà, c'est assez beau. Et lui, Ménessier, il a envoyé un courrier à la Cinémathèque, justement, pour... je ne les aime pas. Pas du tout, ils ne les aiment pas non plus. Pour insister, justement, dans ces années 60, pour pousser un peu, en vain. Ouais. Oui, ils ont été quand même 2 ou 3 à essayer d'insister. On sent qu'elle adore ce qu'elle fait, ça c'est très rare. C'est vrai que le livre il est émouvant comme ça, et surtout quand on n'a pas beaucoup d'exemples, il y a vraiment un côté pour les meufs, la lecture c'est un petit supplément d'âme quand même. C'est rare d'avoir des exemples d'artistes femmes qui s'épanouissent, qui font ce qu'elles aiment, qui le disent, qui sont dans ses pulsations. Et donc le livre il a vraiment cette qualité-là, quoi. Vraiment dans la palpitation du travail et de le revendiquer totalement, quoi. J'ai un petit extrait, voilà, le dernier, moi, que j'ai lu. Donc elle est aux États-Unis déjà, et l'horoscope à la fin du... C'est celui de 1928. Donc on voit qu'elle continue son ascension et qu'elle va même transmettre ses petits secrets en fait aux Américains. Ce qui est assez d'extraordinaire et qu'on ne connaît pas, c'est cette période américaine. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec ces mémoires. Voilà, parce qu'avec Nathalie, on a beaucoup travaillé sur le documentaire à partir des mémoires. Et ça, c'est absolument génial. Elle fait des films de cow-boys, des films de gangsters. Enfin, moi, j'avais même pas imaginé 2 secondes qu'Alice Guy avait fait... Voilà, on connaissait La Fée aux choux, on connaissait la période française.
Mais là, c'est une période vraiment, moi, j'encourage tout le monde à lire le livre parce que cette période est assez extraordinaire. Elle va découvrir les cascadeurs, elle va être vraiment au début de ce cinéma. D'abord, le cinéma, c'est pas à Hollywood, hein, il n'a pas démarré à Hollywood, il a démarré à New York, il a démarré dans New Jersey à Fort Lee. C'est là où étaient, en fait, se trouvent les premiers décors, en fait, extérieurs des films de cow-boys et de gangsters. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'elle se permet tout. Elle se permet tout, elle se permet vraiment voilà, d'accepter. Elle demande même à l'armée de venir la seconder sur certains tournages. Elle demande, voilà, vraiment, et elle invente, elle invente. Des fois, elle fait avec tout ce qui se tend dans ce nouvel univers. En fait, c'est assez extraordinaire. Ça, cette période américaine, c'est une chance, je pense aussi pour elle, à ce moment-là, de partir là-bas. Elle a même appris à lancer l'immolation. Est-ce que Céline, tu continues? Et justement, c'est un extrait qui concerne sa carrière américaine et un film, le tournage d'un film en particulier dont elle veut nous parler. J'avais jamais compris j'avais pas capté le double sens du mot encaisser, quoi. Il faut encaisser, il faut. Et là, ce que je trouve trop intéressant, c'est qu'on voit que là, ça devient assez proche de ce qu'on vit. En réalité, d'un coup, il y a des intermédiaires, les distributeurs, il y a des questions de contrat, de censure. Et donc, ça commence à ressembler de commission, ça commence à ressembler au cinéma d'aujourd'hui. Et on voit comment on voit plusieurs choses. On voit qu'elle fait de l'immersion, on voit qu'elle travaille ces sujets, et ça c'est vrai que c'est dans le livre, il y a elle passe son temps à explorer les zones, des milieux, et puis on voit comme le sujet qui est soi-disant polémique rapporte. Et on voit comment elle a une très bonne intuition, plus que les décideurs, de ce qui va marcher. Et on voit comment elle se fait marcher dessus parce qu'ils discutent qu'entre eux, quoi. Et donc elle sait encaisser pour savoir encaisser, il faut savoir encaisser, quoi. Mais ça, pour le coup, le côté le success story, cette femme, oui, cette productrice la plus riche des États-Unis. Enfin, on n'est pas seulement sur quelqu'un qui a fait avancer le langage et l'art. Elle était extrêmement performante, et c'est la tristesse, c'est que finalement, c'est pour des questions de capitaux, soi-disant, qu'elle ne pourra pas continuer sa carrière. Quand elle revient en France, il n'y a absolument pas de travail pour elle, mais on lui propose de donner des conseils pour les studios à Nice, etc. Mais à chaque fois, il lui faut du capital. Or, le capital, son mari l'a perdu. Donc, à la fin, ce sera vraiment, on lui opposera une question d'argent pour pouvoir se réinsérer, quoi. Oui, parce que même à un moment, on lui propose de tourner le premier Tarzan. Et elle est intéressée, mais elle n'a pas la mise en fait qu'on lui demande pour pouvoir le faire. Donc voilà, à chaque fois, en effet, sa fin de vie, c'est un petit peu triste puisque c'est toujours, elle court comme ça derrière des choses qui lui échappent. Et oui, elle va essayer de retravailler pour Gaumont et elle n'a pas donné suite. Pour la Victorine, ça n'a pas marché, pareil pour des questions d'argent. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, il y a des annotations donc, sur cette période américaine. Vous allez comprendre en fait assez vite comment aux États-Unis le cinéma est lucratif, devient lucratif et devient une affaire d'homme. Donc du coup, c'est vrai que il y a tout ce système en fait qu'on arrive à comprendre, hein, parce que ça part de Edison, hein, qui fait payer en fait une taxe chaque fois qu'on va utiliser sa pellicule. Donc il n'y a pas de petit profit, donc c'est pour ça aussi que Hollywood se crée. Enfin, vous allez pouvoir aussi parcourir tout ce début du cinéma en très peu de pages, mais vous allez comprendre en fin de compte comment le cinéma bascule et comment il devient une affaire d'homme en faux. Voilà. Elle le dit et elle le juge. Donc c'est assez agréable. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette lecture.
Qu'on vous engage à continuer avec le livre, parce que c'est vrai que c'est une vraie rencontre quand même à travers son livre. C'est elle qu'on retrouve. Hein. Moi, je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Voilà. Non, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je remercie évidemment les 3 réalisatrices. Je remercie Anastasia du cinéma Centre des Beaux-Arts. Et puis maintenant, c'est une séance de dédicace qui va s'opérer.